Bonsoir à tous, au cœur de la mêlée, bien sûr, avec les principaux enseignements de cette 24e journée du Top 14, 19h15. Nous recevrons un invité, Thomas Combezou, ancien joueur du Castres Olympique, bien sûr. On reviendra sur cette période pas évidente pour le Castres Olympique qui revenait à la compétition après la disparition de son joueur Raizuke. Voilà pour cette émission, des invités, des analyses, bien sûr, et des cadeaux. On va en parler dans un instant avec toute l'équipe Sud Radio et nos consultants qui sont là, bien sûr. On se retrouve au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Yoann Huget, bonsoir Philippe Spanghero, bonsoir Alexandre. Salut François, bonsoir à tous. Je le disais, messieurs, il s'est passé d'abord beaucoup de choses. On va y revenir dans un instant avec les résultats, mais on lance également un jeu, Alexandre, avec des places qu'il faut impérativement, bien sûr, il faut appeler le standard, gagner. Voilà, il faut postuler, il faut participer pour gagner. C'est bien de loin le jeu là. Ouais, c'est un lancement de jeu perpignanais ça. En plein de bienveillance. Allez, on y va. Bon. Je suis désolé pour celle-là. Franchement, elle m'a fait rire. Pardon les Qataris. Bon, on gagne quoi Toulouse-Lyon, hein, oui. c'est ça. On vous offre des places, c'est ça, pour Toulouse, Loup, rugby sur Sud Radio. 2 places pour aller à Ernest Vallon. Et c'est très simple, il faut appeler le 0826 300 300 0826 300 300. Mais il faut avoir la bonne réponse parce que vous êtes des centaines, peut-être même des milliers à appeler à chaque fois pour avoir vos places offertes par la maison Sud Radio. D'abord, il faudra répondre à cette question. C'est une sorte de petit qui je suis. Fermez les micros des autres parce qu'ils sont capables de vouloir répondre. Je suis né à Auch en 1973. François Trio l'a déjà. J'ai fait le début de ma carrière à Auch 95-96 avant d'aller à Toulouse 96-97, Colomiers 97-98, puis Toulouse à nouveau 98-2007. J'ai été un joueur de l'équipe de France, 18 sélections, entraîneur adjoint du Stade Toulousain, entraîneur adjoint du 15 de France, entraîneur de l'Aviron Bayonnais, entraîneur adjoint de Sharks et manager de l'Union Bordeaux-Bègles aujourd'hui. Trop facile. Merci. Qui est cet homme? Oui. 0826 300 300. Voilà. Spanghero. Voilà, on sent que Yoann Huget est prêt, bien sûr, prêt à écouter aussi les principaux résultats de cette 24e journée. Les résultats, avant bien sûr les matchs à suivre ce soir, Toulouse Racing et demain La Rochelle Montpellier. Quentin, cette journée qui avait commencé par UBB Castres. Exactement, avec une victoire de l'UBB face au Castres Olympique 34-29. Clermont a battu Perpignan avec le bonus 31-13. Succès de Bayonne face à Vannes 38-32. Pau s'est imposé face au RCT 25-21. Et puis le Stade Français s'est imposé au bout du suspense face au Loup Rugby 31-30. Ce soir, Toulouse Racing 92 à 21h05 sur Sud Radio. Ouais, des enjeux à tous les étages, mais est-ce qu'il y a une performance, Yoann Huget, que tu veux faire ressortir parmi tous ces résultats? Parce que quand même, il y a des positions au classement qui évoluent, hein, notamment en bas de classement. Oui, la sortie du Stade Français à la faveur de Perpignan, mais en tout cas c'est la victoire du Stade Français aujourd'hui qui les remet, on va dire, leur donne un peu plus d'oxygène. Oui, Philippe, quel résultat a retenu ton intérêt? Il y avait forcément celui-là parce qu'il y avait beaucoup de pression autour de ce match et sur les épaules du Stade Français. C'est un club qui est dans la Ligue depuis 97, donc on regarde forcément ça attentivement. Mais il y en a deux. Je retiens quand même le match de Vannes très abouti qui a failli aller chercher une victoire dans les dernières secondes sur la pelouse de Bayonne. On sait que c'est très compliqué d'aller chercher un résultat à Bayonne. Ils sont invaincus sur leur pelouse. Il y avait la possibilité peut-être de prendre un point de bonus défensif à la fin. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est un choix ambitieux de la part des Vantais là dans la course au maintien sur les dernières journées. On peut peut-être y rester. C'est vrai qu'on peut resituer le contexte. 80 minutes et quelques, 80 plus 4, je crois que c'est allé ce match. Et les Vantais ont insisté pour aller chercher un essai. Ils étaient menés 38-32 à ce moment-là. Toi, tu dis qu'ils auraient dû aller chercher le bonus défensif, Philippe? On peut se poser la question parce que tous les points vont coûter très cher sur les derniers matchs qui restent. C'est la dernière ligne droite. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Ils ont gardé cette ligne conductrice, ce fil conducteur tout au long de la saison avec beaucoup d'ambition dans le jeu, peut-être trop parfois. Et aujourd'hui, encore une fois, ils ont fait le choix d'essayer d'aller chercher, arracher une victoire.
Mais en effet, le point de bonus défensif à récupérer pouvait se discuter. En tous les cas, les Vantais, ils ont fait une première mi-temps très aboutie. Ils prennent un essai juste avant la mi-temps qui réduit un peu l'avance au score qu'ils avaient. Ils passent au travers complètement au retour des vestiaires et Bayonne reprend le score. Mais ils arrivent au caractère à revenir après dans le match. Et donc, il y avait peut-être quand même un point à récupérer. Ça aurait payé de beaux efforts des Vantais sur la pelouse bayonnaise. Ouais, Johan, ton regard sur ce point-là, parce que ce soir, après ce résultat 38-32 de défaite de Vannes à Bayonne, les Vantais sont à 4 points de Perpignan qui est 13e, voilà, et donc le Stade Français désormais est à 1 point au-dessus, 12e, à la faveur de sa victoire 31-30. Est-ce que les Vantais ont laissé échapper un point qui pourra compter dans leur lutte pour le maintien? Il leur reste 2 matchs, la réception de Pau et le déplacement à l'UBB lors des 25 et 26e journées. Johan. Oui, bien sûr, on peut faire les calculs aujourd'hui en disant le point de bonus défensif. Certes, chaque point va compter, il reste 3 journées, c'est tout à leur mérite de vouloir essayer d'aller gagner le match. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont conscients qu'il faut qu'ils fassent un exploit, qu'il faut qu'ils gagnent à l'extérieur au moins un match pour leur permettre d'espérer. C'est pour ça, je pense qu'ils font ce choix-là. On peut pas dire qu'ils manquent d'expérience. À la 22e journée, c'est pas possible. Donc, je pense que s'ils ont fait les calculs, ils se disent qu'ils sont obligés d'aller gagner à l'extérieur et que c'est pour cette raison, moi, devant mon écran, je me suis dit, ils sont obligés d'aller chercher la victoire, mais sinon, voilà, ils ont laissé beaucoup de points en route quand même. Moi, c'est une équipe qui me laisse un goût amer parce qu'elle me plaît. J'adore son jeu, elle nous fait vibrer. Et sincèrement, les voir franchement descendre en Pro D2, ce serait vraiment dommage pour le top 14. Ouais, on aimerait bien avoir un top 15 finalement. On laisserait les Vantais et puis il y aurait un promu et ça serait super. Bon, ça arrangerait pas le calendrier, mais c'est vrai que vu la bravoure de ces Bretons. Non, mais c'est ça, elle nous donne envie, elle nous donne. Ouais, moi je me suis concentré sur ce match-là et à 20-12, on s'est dit ils vont le faire. J'étais persuadé que Vannes pouvait gagner à Bayonne on ne sait pas ce qui se passe à la mi-temps. Est-ce que c'est les Bayonnais qui reviennent bien dans le coup? Mais en tout cas, il souffle encore le chaud et le froid, c'est dommage. Ouais, il souffle le chaud et le froid. Dans cette lutte pour le maintien, ça a été absolument irrespirable parce que 38-32 à ce moment-là, Alexandre, le Stade Français venait de terminer son match, ça s'est joué à rien également. À 2 minutes de la fin, ou ouais, 78e, le Loup repasse devant 30-28. Et le Stade Français, j'ai retenu une stat 44% de possession pour le Stade Français. 4 essais à 3, ils s'en tirent, c'est un peu miraculeux quand même la victoire des Parisiens. Bah oui, c'est encore. Enfin, est-ce que c'est miraculeux parce que au final ils font un super match. Hein. Enfin, ils font pas un super match. Ils font un match mieux que les derniers. Il y a quand même un essai qui est refusé au Stade Français Paris. Je vous refais la scène, elle est quand même dingue. Il y a une mêlée dans les 40 mètres du Stade Français Paris. Il y a un bras cassé en faveur des Lyonnais. Les Lyonnais jouent. Martin Pagerello joue ce coup franc à la main. Il perd le ballon derrière, essai en contre du Stade Français Paris de 70 mètres avec Dakuwaka qui fait une passe acrobatique et tout ça. Et l'essai est refusé parce que le coup franc lyonnais n'avait pas été joué au bon endroit. Oui. Donc on a refusé un essai aux Parisiens parce que les Lyonnais ont fait une erreur. Donc c'était quand même un peu. Alex, je crois que l'arbitre dit que un des joueurs parisiens, je crois que c'est Foursan, n'était pas à 10 mètres au moment où les Lyonnais ont joué le bras cassé rapidement. Oui. Et c'est ce qu'il dit. Il dit parce que j'ai autorisé. C'est un joueur parisien qui fait la faute. C'est un joueur parisien au départ. Non, ce qu'il dit, j'ai autorisé le coup franc et de jouer à un mauvais endroit, alors qu'il aurait dû être derrière la mêlée et non pas à l'emplacement de l'arbitre. Donc forcément, s'il est derrière la mêlée, le Parisien, il est plus hors jeu. Aujourd'hui, malheureusement, il y a quand même beaucoup de décisions arbitrales qui posent question quand même. Le Bayonne-Vannes, la fin de match, elle est. Il y a une action aussi délicate à un moment où l'USAP est toujours dans le match contre Clermont, où ils ont une possession quasiment sur la ligne médiane. Il y a apparemment une obstruction clermontoise et il y a un ballon cafouillé. Et puis derrière, il y a essai en contre des Clermontois. Il y a la fin de match quand même un peu délicate en termes de décision arbitrale de Castres à l'UBB. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de décisions arbitrales qui posent question.
Ouais, c'est la pression, Johan, tu penses, sur les arbitres un peu, vu les enjeux Les premières chaleurs, François, les premières chaleurs. Oui, ça peut être une explication, même s'il faisait pas chaud partout, peut-être. Voilà. Ouais, non, il y a un peu de pression, c'est vrai. C'est difficile parce que les arbitres savent l'enjeu, la pression qu'il y a, et après c'est aussi ce que montre l'équipe. On dit le body language, mais c'est important. Si l'équipe domine ou elle est dominée, l'arbitre, inconsciemment, prendra ses décisions en fonction de ça. Ouais, et ça a été effectivement très serré partout, sur ces terrains. On va bien sûr en reparler tout au long de cette soirée avec vous au 0826 300 300. Tout comme Alexandre, on s'intéresse également à la nationale parce qu'il y a des prétendants à la Pro D2 là. Ah oui, il y a tout simplement une finale de nationale qui est en train de se dérouler au Parc des Sports et de l'Amitié du côté de Narbonne. 5 pour Chambéry, 0 pour Carcassonne à la 15e minute de jeu. On rappelle, le gagnant va en Pro D2, le perdant joue l'access match contre Aurillac. Ben voilà, à domicile. Ben oui, c'est dire l'enjeu. Voilà, pour rejoindre la Pro D2, voilà, que va quitter le stade niçois. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio, reparler également de Castres, voilà, avec notre invité Thomas Cambezou qui sera avec nous au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio du rugby. À tout de suite. Au cœur de la mêlée en direct sur Sud Radio, l'émission pour débriefer, pour analyser, pour décrypter ce qu'il s'est passé lors de cette 24e journée du Top 14 et ce qui va se passer un petit peu plus tard. On vous rappelle que ce soir, il y aura Toulouse Racing, l'avant-dernier match de cette journée. On va bien sûr revenir sur les temps forts. On a parlé des principaux résultats concernant la lutte pour le maintien avec UAN UG, avec Philippe Spanghero, avec toute l'équipe Sud Radio bien sûr. Mais on va parler aussi d'un moment fort qui a clôturé le match UBB Castres. C'est l'hommage rendu à Josh Raizuke, Quentin. C'était face à l'UBB et on va accueillir dans un instant Thomas Cambezou qui sera avec nous. Mais je voudrais avant cela quand même que tu nous retraces ce qu'il s'est fait du côté du stade Chaban-Delmas. Un grand moment, on va dire, d'émotion. Hein. Oui, et c'est là où on voit les valeurs de ce sport qu'est le rugby. En avant-match, déjà, le président de l'UBB avait offert des fleurs à la famille de Raizuke qui avait fait le déplacement. Et puis à la fin du match, on a vu d'abord les castrés se mettre en cercle et chanter en fidjien. Écoutez ce que ça donnait. Donc voilà un moment d'émotion avec la famille de Raizuke au milieu du cercle fait par les joueurs et le staff castré. Et puis quelques secondes après, on a vu tous les joueurs de l'UBB, le staff de l'UBB venir s'intercaler avec les castrés pour ce moment de recueillement. Donc forcément énormément d'émotion du côté de Bordeaux. La famille castraise rejointe par la famille du rugby, depuis cette disparition le 8 mai de Josh Raizuke. On va bien sûr parler de Castres plus largement, mais ravi d'accueillir un des anciens de la maison castraise, Thomas Cambezou, qui est avec nous, qui a pris sa retraite en 2023, mais qui a joué 10 bonnes années, Thomas, à Castres à peu près. Oui, c'est à peu près ça, 9 saisons exactement. Ouais, bonsoir, merci d'être avec nous. J'entends des enfants derrière toi, Thomas. Oui, je suis dans le bus avec les petits de l'école de rugby d'Aigleton. On revient d'un mois. Aigleton en Corrèze. Voilà, tout à fait, exactement. Voilà, parce que toi, t'es corrézien, donc voilà. C'était quoi, un tournoi, un plateau ? Oui, un tournoi donc à Ille-sur-Vienne où on a fini 3e et voilà, les petits d'Aigleton cette année font une très belle saison, donc on est très heureux de pouvoir le partager. Bon, avec nous, je le disais, il y a UAN UG, il y a Philippe Spanghero. Quand alors je sais pas, tu t'es sans doute pris par tes activités d'éducateur à Aigleton, mais cet hommage dont on parlait, forcément, il nous a émus et en tout cas, il retrace aussi ces derniers jours difficiles pour le Castres Olympique. Comment toi, tu as suivi ou soutenu tes anciens partenaires dans cet épisode ? Vous savez, Josiah, moi j'ai joué quand même 2 ans avec lui. C'était quelqu'un de vraiment hyper sympathique et c'est terrible. Voilà, ça a bouleversé un peu le monde du rugby parce que quoi qu'il en soit, d'où on est et de n'importe quel club qu'on est, voilà, on fait tous partie de la même famille, on fait le même sport et la finalité, c'est que c'est une terrible nouvelle et ce qu'il est arrivé, on le souhaite à personne et à aucune équipe. Donc ça a été, je pense, très difficile pour mes amis de Castres. Ça a été très difficile aussi ici à analyser les journaux, à regarder ce qui s'est passé parce que
quoi qu'il en soit, on se dit que peut-être ce qui arrivait n'aurait dû jamais arriver. Et voilà, c'est des fois des petites bêtises qui font qu'on peut perdre la vie. Voilà, le Castres Olympique qui repart de Bordeaux avec un point de bonus défensif, qui a encore 3 matchs à disputer, la réception de Clermont, la réception de Bayonne et le dernier match qui sera un déplacement au Stade Français, qui jouera sans doute son maintien en top 14 ce jour-là. Comment, Thomas, tu vois la fin de saison de ce Castres Olympique? Forcément dans le top 6, ils sont 5e ce soir avec 54 points. J'analyse actuellement, ils tiennent leur place en phase finale, mais le contexte est quand même assez difficile parce qu'ils vont recevoir Clermont qui va chercher à se qualifier, donc il va essayer de venir faire un résultat donc à Castres. Après, ils ont le tout dernier match qui sera donc le Stade Français qui cherchera à se maintenir. Donc en fait, la vérité c'est qu'aujourd'hui, le classement final n'est pas déterminé. Mais on espère très clairement que Castres arrive à se positionner dans le top 6 quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'ils donnent vraiment 100% de leur performance tous les week-ends pour pouvoir accrocher cette place de barragiste et essayer d'accrocher le fond des phases finales. Johan Huget est avec nous. Johan, Thomas Combezou, j'imagine que ça dit quelque chose. Vous êtes un peu croisés. Oui, on s'est croisés, on a joué ensemble, on a grandi ensemble, donc c'est ça. Et là, le revoir partir en bus avec les jeunes, voilà, je me dis que la boucle est bouclée. Il est reparti avec les chips et les sandwichs à midi, donc c'est le retour vers le futur un peu. Donc ça va être sympa à vivre. Mais voilà, mais simple question, est-ce qu'il voit vraiment ces Castrés aller vers la phase de qualification malgré ce gros traumatisme qu'il peut y avoir dans le groupe? Alors c'est un double tranchant, je les ai sentis très bien avec Castré en début de match et on sent que ça devenait de plus en plus compliqué pour eux. Donc voilà, c'était juste par rapport à l'état du groupe, comment lui il voyait les choses qu'il a évolué de l'intérieur. Alors moi le truc c'est que je suis pas à l'intérieur du groupe aujourd'hui, donc la vérité c'est que voilà, on sait très bien que certains joueurs ont vu ce traumatisme de très près. Maintenant, je sais qu'il y a une grosse force de caractère et je l'espère très clairement qu'ils se qualifieront quoi qu'il en soit. Ce sera pour eux, je pense, la récompense d'une saison qui aurait été très dure parce que voilà, ce drame est arrivé, mais aussi magnifique d'un côté s'ils arrivent à accrocher cette place de barrage parce que ils ont fait quand même une bonne saison. Ils ont été très bien dans le et aujourd'hui, voilà, ils sont en bon, donc je leur souhaite très clairement d'y arriver. Attention au réseau en Corrèze, parce que parfois il peut y avoir quand même des petits trous. Voilà, Alexandre avec Thomas Combezou. Thomas Combezou, toi, tu as joué à Clermont, à La Rochelle, à Montpellier, à Castres. Qu'est-ce qui fait que Castres est un club à part? On entend souvent, c'est un club différent, tout ça. Mais pour ceux qui ne suivent pas le rugby, qui entendent cette espèce de rengaine, Castres est un club à part. Qu'est-ce qui fait quand on joue à Castres que c'est un club particulier? Moi, je sais que quand on y était, et très clairement aujourd'hui on le voit encore, c'est une grande famille. Et on a vu aujourd'hui même les Bordelais venir se rassembler pour soutenir le club de Castres et les Fidjiens quand c'était terminé, pour chanter ensemble. Castres, c'est un club vraiment qui rassemble, c'est un club qui véhicule des valeurs fortes, très fortes de combat, d'abnégation, de détermination. Et aujourd'hui, on le voit encore que voilà, Castres, ils sont là, présents, ça se renouvelle chaque année. C'est pas le plus gros budget, mais par contre, ils sont présents parce qu'ils véhiculent ces valeurs de petits poussés du rugby français, petite ville ouvrière, petite ville qui est soutenue par un peuple qui pousse très fort derrière eux. Et aujourd'hui, voilà, on ne peut que les féliciter d'avoir une énorme continuité dans les années qui se sont déroulées et les années qui arrivent. Philippe Spanghero avec Thomas Combezou. C'est-à-dire que salut Thomas, Alex m'a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais poser un peu la même question. Alors je vais poser une question un peu bateau, mais ton meilleur souvenir à Castres, je crois connaître la réponse parce qu'il y a eu des années fabuleuses et un titre, mais malgré tout, qu'est-ce que tu retiens de ton passage au CO? Mais mon passage, c'est voilà, comme tu dis, c'est un titre en champion de France en 2018, mais au-delà de ça, c'est être capable de réussir avoir des résultats que peut-être qui n'étaient jamais prévus de pouvoir le faire. Comment t'expliquer?
de pas pouvoir le faire, et en fait tu te rends compte, si tu en es capable. En fait, tu peux être un joueur très moyen ou un joueur moyen, mais tu es tellement poussé par une ville, par un contexte, par une ferveur, qu'en fait tes moyens sont décuplés, et en fait la finalité c'est que le résultat il est au bout, quoi, et tu es capable de le faire. Je sais qu'avec Cass on a été capable de renverser des situations qui étaient très mal embarquées, et la finalité on a réussi, quoi. Donc en fait c'est un club qui tend vers la réussite avec ses moyens, qui sont pas les plus gros, mais par contre voilà, ils sont là, ils résistent, ils sont présents, ils marquent au fer rouge les autres équipes. Voilà, c'est une équipe rugueuse, et je sais que voilà, mes années à Castres resteront à jamais gravées, parce que c'était un club tellement extraordinaire dans ma carrière que voilà, je suis très très fier d'avoir joué au Castres Olympique. Ouais, mais attention, parce qu'il y a quand même aussi Clermont qui a marqué ta carrière, en tout cas au tout début, et le prochain match c'est un Castres-Clermont qui va peut-être être décisif pour la qualif. Tu le vois comment? Je le vois, bon voilà, clairement, je les apprécie, c'est mon club formateur des dernières années espoir, donc les premières années professionnelles. Mais aujourd'hui, j'espère quand même que Castres fera la différence, parce que voilà, j'ai passé quand même pas mal d'années à Castres au sein du club professionnel, et je leur souhaite de réussir. Mais ce qui serait le top, ce serait que Clermont et Castres se qualifient tous les deux. Voilà, ça c'est une réponse de Corrézien. Merci en tout cas, Thomas, d'avoir été avec nous. Et il vous reste combien de routes pour Égletons? On arrive. Bon. On arrive. Ça sera plus calme. Je suis désolé, c'était pas le bon moment. Non, mais c'était bien. Merci de m'avoir contacté en tout cas. Non, mais c'était un grand plaisir. Plus de 200 matchs joués avec le Castres Olympique pour Thomas Combezou, et donc désormais éducateur à Égletons en Corrèze. Voilà, ça c'est la vérité du rugby. Et 46 essais quand même. Ouais, mais bien sûr, grand joueur du 9 cartons jaunes du championnat, sacrée longévité aussi. 0 carton rouge. Ouais, et bien sûr, 0 carton rouge quand on est. T'avais pas fait aussi une formation pour être gendarme ou policier? Il est policier, je crois. J'avais fait la police, ouais, mais maintenant je suis agriculteur. C'est terminé. D'accord. Ok. Bon, avec les troupeaux, on fait la police différemment. Allez, merci en tout cas Thomas Combezou d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Allez, à très bientôt sur notre antenne. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour continuer cette émission au cœur de la mêlée avec vous, 0826 300, avec Yohann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr, et avec nos invités. Jean-Baptiste Elissalde sera avec nous dans un instant. Jean-Baptiste Elissalde, oui, à tout de suite. Au cœur de la mêlée avec vous, bien sûr, 0826 300 300, l'émission qui débriefe, qui décrypte, qui analyse avec nos consultants, Yohann Huget, Philippe Spanghero notamment, toute l'équipe Sud Radio bien sûr, et puis nos invités. On est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Jean-Baptiste Elissalde, ancien demi de mêlée bien sûr du Stade Toulousain, de l'équipe de France, ancien entraîneur également. Le dernier poste en date c'était à Montpellier, un titre quand même en 2022, et on est ravis de l'accueillir. Salut Jean-Baptiste, bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir messieurs. Bon, je vous présente pas Yohann, Jean-Bas. Non, ça va, je le connais un peu. Moi aussi, je connais toutes ses qualités, aussi beaucoup ses défauts. Ah, vous voulez commencer par quoi? Tu veux commencer par quoi, Jean-Bas? Il a trop de qualités pour parler de ses défauts. Voilà, il est bon. Il est malin comme un demi de mêlée. Tiens, Jean-Baptiste Elissalde. Bon, on va rappeler quand même les résultats pour ceux qui nous rejoignent en cours dans cette émission de Sud Radio. La victoire de l'UBB face à Castres 34-29, celle de Pau face à Toulon 25-21. Bonus défensif pour les deux équipes dont j'ai parlé, Castres et Toulon. Victoire du Stade Français 31-30 face à Lyon. Victoire de l'ASM 31-13. Victoire de Bayonne 38-32. Ce soir, Toulouse Racing et La Rochelle-Montpellier demain. Jean-Baptiste, quel résultat toi tu souhaiterais mettre en avant? Qu'est-ce que tu retiens de ces premiers résultats de cette 24e journée? C'est cette faculté qu'a Vannes à produire un rugby remarquable pendant près de 60 minutes, quasiment. Ça s'est produit au moins une dizaine de fois dans l'année, et malheureusement, faute peut-être d'un effectif un peu court ou d'une perte d'énergie énorme à attaquer sans cesse, chute à la fin des matchs, et de peu la semaine dernière sur un drop, et encore cette semaine, le score est un peu large, mais jusqu'à la 60e minute, ça a été remarquable.
Je vois que tout est serré. Le Stade français a fait preuve de beaucoup de force mentale après un départ catastrophique pour revenir. Et donc, je regarde surtout le bas de tableau, parce que c'est là où il y a le plus d'incertitudes, avec le milieu pour se qualifier. Et là, encore une fois, on s'aperçoit que Clermont, avec un match de retard, prend le bonus à la 78e minute, ce qui coûtera peut-être cher à la fin pour aller chercher la 6e place. Et tout le monde est encore dans le coup. Et on a l'impression que le championnat pourra encore durer 10 semaines, tout le monde sera encore dans le coup tellement les résultats s'annihilent chaque week-end. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est plaisant à voir, surtout quand on est à l'extérieur et puis sur un banc de touche. Est-ce que tu fais partie, comme Yoann Huget, de ceux qui disent que la qualification pour la 6e place reviendra à La Rochelle? Voilà, c'est vrai que ce soir, Clermont a marqué des points, que Montpellier en avait marqué la semaine dernière, voilà, mais il y a, je crois, 6-7 équipes qui se battent pour la qualification. Est-ce que toi, Yoann, parce que Yoann le dit depuis le début, et est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que La Rochelle y sera? Mais c'est ceux qui ont le plus gros potentiel sur le terrain et c'est ceux qui reviennent du plus loin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après 7 ou 8 défaites, je crois, d'affilée, réussir à se sortir de là, c'est quelque chose de remarquable. Ils ont eu de la réussite. À Vannes notamment la semaine dernière, contre Bayonne chez eux il y a 2 semaines. Ils ont fait un match entre guillemets d'hommes très solide sur les bases à Bordeaux, qui leur a permis de ressortir la tête de l'eau. Je pense qu'ils ont le meilleur calendrier. Donc logiquement, il n'y a pas trop de logique dans le top 14 en ce moment, mais logiquement, ils devraient accrocher la place dans les 6. Mais à la sortie, peut-être qu'ils manqueront un peu de fraîcheur parce que tous ces week-ends à tailler, à perdre ou à gagner de peu, ça laisse des traces. Voilà, donc ouais, Yoann a raison, c'est peut-être eux les favoris, mais bon, sur ce que je vois, il y a plus trop de logique. Est-ce que Jean-Baptiste, Yoann, parmi les qualités dont tu parlais, il y a la qualité de pronostiqueur, c'est ça qu'il faut. C'est ça, il pronostiquer. Non, celle-là je l'ai pas. Non, je l'ai pas celle-là. Je vous l'ai dit. Yoann Huget avec Jean-Baptiste Elissal, tiens, peut-être sur ce point. Que La Rochelle se qualifierait en phase finale et que si ça ne se passait pas, il servirait des cafés au Vieux Crampon pendant tout un week-end. Donc c'est quand même, il avait vraiment pris des risques, Yoann Huget. Ouais. Je voulais racheter le Vieux Crampon. De Crampon, tard, brasserie de la famille Elissal de tout près de Marcel de Flandre. Qui est passé de père en fils désormais. Ah oui? Il y a eu du changement, Jean-Baptiste? Oui, mon père m'a fait ce joli cadeau. Voilà. Et il allait mettre la clé sous la porte. C'est un peu dommage de laisser cet endroit. Et du coup, avec 3 potes, on l'a repris. Alors bon, c'est pas notre métier principal, mais on s'attelle à ce que les gens du quartier, les supporters de rugby, de tous les rugby, j'ai même affiché quelques maillots du Stade Toulousain dans la boutique. Je peux vous dire que ça a fait Ouais. son effet. Hein. Bloqué Ntamak 2024. C'est la qualité de leur bas, ça. Voilà, ils passent du temps au café, du coup ils reprennent du café, apparemment c'est bon pour le chiffre. Donc j'affiche un maillot de Toulouse, toutes les semaines, bam, j'en mets un nouveau. C'est une technique marketing qui visiblement fonctionne. Philippe Spanghero avec Jean-Baptiste Elissal. Ouais, salut Jamba. Écoute, plutôt une question générale par rapport au débat qu'on a eu plusieurs fois cette saison. On se pose toujours la question de savoir qui est capable de venir contrarier le Stade Toulousain. On pensait l'UBB avec sa performance en Champions Cup. Là, on sent l'UBB un peu en difficulté avec la profondeur de banc qui pose un peu question sur la fin de saison. Quel est ton regard, toi, sur les équipes vraiment avec les dynamiques actuelles qui sont capables de venir chercher le Stade Toulousain qu'on voit quand même un cran au-dessus des autres depuis le début? Oui, un ou 2 crans. Hein. J'ai encore une démonstration en tête de la semaine dernière au Vélodrome. Je sais pas s'il faut prendre le problème comme ça ou se dire qui sur un match est capable de sortir Toulouse. L'UBB l'a déjà fait. Aujourd'hui, l'UBB, ils ont un peu le cul entre 2 chaises. C'est nouveau pour eux, entre guillemets, c'est un club jeune dans les phases finales. C'est la première fois qu'ils accèdent à ce niveau-là. Donc le match de La Rochelle s'est situé, on sentait bien qu'ils avaient envie de se faire mal. On le sait quand on est joueur, on le sait très bien quand on est entraîneur. Et ce jour-là, voilà.
Ils ont géré aujourd'hui, ils ont marqué très vite, ils ont pris quelques points d'avance et dès que les remplaçants arrivent, ça baisse un peu de niveau. Il y a une baisse générale, pas forcément due au talent des joueurs qui rentrent, mais peut-être un relâchement un peu général, alors que ce relâchement tu le sens pas chez Toulouse. Et forcément, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ils dominent les débats au cours de la saison, on pourrait croire que c'est joué d'avance pour Toulouse, mais sur un match, et on en a tellement vécu des matchs comme ça où tout peut bien se passer, des faits de jeu, et Bordeaux l'a montré en Coupe d'Europe, sur un match, il est possible de battre le Stade Toulousain. Mais après, Jean-Baptiste, j'ai envie de voir avec toi, mais est-ce qu'il n'y a pas une Maxime Lucu dépendance à Bordeaux? Parce que là, on le voit quand il est sorti à la 60e, il y a 34, 14, voire 19 à la 60e, il sort. Et tu sens que derrière, ils se cherchent, tu vois, ils n'arrivent plus à mettre leur jeu en place, quoi. Oui, c'est indéniable. Et puis en plus, le petit retire, même s'il a beaucoup de qualité, n'est pas forcément un demi-mêlée de métier. Il l'a eu fait, il peut jouer à plusieurs postes, mais c'est pas son rôle premier. Mais je pense en plus que ça induit chez les autres, chez les partenaires, fait de dire bon voilà, le score est acquis, ils font sortir les cadres, dont Maxime Lucu, et hop, le niveau de vigilance baisse et ils se font reprendre. En effet, peut-être que Bordeaux a un peu moins de ressources dans son effectif pour gérer les fins de match. S'il arrive un peu pas, notamment à cette charnière, Mathieu Jalibert a été encore exceptionnel aujourd'hui. S'il arrivait un peu pas à un de ces deux-là ou aux deux, c'est vrai que ça serait très compliqué pour Bordeaux. Mais bon, sur les matchs de phase finale, il n'y a aucune raison qu'ils sortent. Ils seront là jusqu'au bout et je pense que quand même, ils sont un peu endurcis devant. Toulouse est très costaud. Il faut rivaliser avec Toulouse devant pour pouvoir les battre. Bordeaux a su le faire sur ses phases finales de Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils seront capables de le faire en championnat? Je le pense sur un match. Maintenant, est-ce qu'ils vont se croiser? À quel moment? Ça, personne ne le sait. On verra comment ça se passera. Ouais. S'ils se croisent, c'est en finale. Hein. Oui, c'est ça. D'après. C'est réglé pour toi la place de 2 pour l'UBB après cette journée là, c'est-à-dire la défaite de Toulon à Pau aujourd'hui, la victoire même difficile de Bordeaux-Bègles face à Castres, c'est réglé? C'est jamais trop réglé. On verra comment Bordeaux va se déplacer à Toulon une semaine après sa finale. À mon avis, ça sera encore une équipe, donc Toulon va certainement l'emporter. Mais c'est vrai que Toulon a pris un coup sur la carafe après l'élimination en Coupe d'Europe par le Stade Toulousain. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est un peu cassé. Leur première mi-temps est aujourd'hui assez faible. Pierre Mignoni a dû exploser dans les vestiaires et ils arrivent à gagner la deuxième mi-temps 21-0, je crois. Donc je pense qu'ils ont eux aussi les ressources pour aller chercher un peu plus haut. Maintenant, j'ai l'impression que Bordeaux a quand même une longueur d'avance et va pouvoir gérer en assurant son match à domicile. Il devrait rester devant à la seconde place. Ouais. Qu'est-ce qu'il a appris selon toi, Yannick Bru, aujourd'hui? Voilà, il y avait retour de Coleman, Van Rensburg. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans ces 23 puisque il a fait une bonne opération comptable, on le disait, mais également, et ce sont ses mots, une bonne opération médicale, pas de blessés. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est surtout ça. Hein. À une semaine d'une finale, quand tu mets tes joueurs majeurs sur le terrain pour les faire un peu matcher, tu crains qu'une chose, c'est qu'il y en ait un qui se fasse mal. Et ça c'est le point vraiment positif pour l'UBB, c'est qu'il n'y a pas de casse. Je pense que l'axe droit, c'est Tammy Fouda et forcément et Coleman aussi sur le terrain. Je pense qu'il n'y aura pas tant de surprise peut-être en troisième ligne avec s'ils veulent mettre un peu plus de puissance avec leur numéro 8, mais sinon ça sera du très classique et il y a une place à prendre derrière, mais je pense que je crois que dans ces moments-là, on s'appuie sur les mecs qu'on fait la plupart du temps la saison. Et je pense que Deporter aura une longueur d'avance aussi au milieu avec son compagnon qui lui titulaire indiscutable. Avec Moefana au détriment de Van Rensburg. Ouais, certainement, ouais, parce que après faut voir aussi l'opposition, mais je pense que il dépasse pas mal le ballon et je pense que Deporter a des qualités défensives assez incroyables, donc je vois pas de grand chamboulement. Connaissant Yannick, il doit savoir à 99,9% son équipe. Voilà, je pense pas qu'il y aurait de grands chamboulements dans l'équipe par rapport à celle qu'on a vue lors du dernier match en Coupe d'Europe. Il va être comment, Yannick, une semaine de finale de Champions Cup?
Déjà qu'il arrive à 6h30 du matin à l'entraînement, est-ce qu'il va arriver plus tôt encore? Non, là les dés sont jetés. Hein. Là, les entraînements vont être certainement beaucoup déchargés. Il y aura un petit rappel athlétique pour mettre les mecs en forme. C'est surtout dégager de la confiance, dégager de la certitude, bien bosser sur 2 ou 3 petits points qui seront fondamentaux face à Northampton, essayer de mettre beaucoup de pression sur leur 10 pour pas les laisser jouer notamment, de pas les laisser prendre de vitesse parce que ils sont assez redoutables dans les skills et notamment dans les couloirs, et donc de fermer très haut en défense, mais ça sera des petits appoints. Et puis je pense que Yannick a montré beaucoup de solidité, beaucoup de force mentale. Il va transmettre beaucoup de comment on peut dire de certitude à son équipe. C'est le boulot d'un coach dans ces moments-là, puisque sur le terrain on fait plus grand chose. Ouais, Johan et bien sûr Jean-Baptiste, mais Johan, tu la vois comment toi cette finale de Champions Cup, parce qu'elle fait peur un peu cette équipe de Northampton. Dans une semaine elle joue, elle est capable d'enflammer le terrain comme elle l'a fait en demi-finale et qui était un super match. Est-ce que tu sens le bébé capable de faire l'exploit pour cette première finale de Champions Cup pour le club girondin? Sincèrement, on a envie d'y croire et d'être derrière les Bordelais, derrière le club français, bien entendu. Mais aller s'imposer avec la manière au Leinster comme ils l'ont fait, c'était à regarder, c'était impressionnant. Est-ce que l'UBB a la capacité de rivaliser avec le Northampton? Je pense, dans le jeu, mais le côté physique, athlétique de Northampton, c'est sûr qu'il fait peur, et il faudrait que l'UBB arrive à tenir le ballon pour pouvoir les mettre à mal. Est-ce que Philippe, tu paries ta maison sur l'UBB? Non. Laquelle non, mais c'est vrai. Maintenant, le mec est châtelain, il a un château, donc faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça. Johan a raison. Non, mais Johan a raison, parce que c'est vrai que, alors, j'étais quand même un des rares à dire que le Leinster aurait beaucoup de difficultés contre Northampton. Alors ça, tu l'as jamais dit, c'est pas vrai du tout. Mais c'est tellement faux. Quentin, tu me ressortiras s'il te plaît les bandes et tu les bien sûr. S'il faut me faire travailler en plus, je dirais que tu l'as pas dit. Hein. donc non, mais j'étais quand même surpris par cette équipe de Northampton, et puis en phase finale, en plus, et Northampton et le Leinster n'avaient pas eu de grosses oppositions avant pour monter en puissance, mais j'ai quand même été impressionné par la discipline défensive, par la densité de cette équipe de Northampton. Ils ont des joueurs quand même aux qualités assez incroyables. Il y a Pollock, il y a Freeman, enfin voilà, les Bordelais en ont aussi, mais peut-être que sur la densité de devant et sur l'organisation défensive, Northampton est un peu au-dessus. Après, sur une finale, tout peut se jouer. Voilà, ce que je trouve un peu dommage dans la dynamique du côté de l'UBB, c'est que vraiment cette certitude qu'ils avaient en début de saison sur cette profondeur de banc, parce qu'ils sont allés chercher des points à l'extérieur, à Toulouse notamment, en ayant remanié leur équipe. Ils ont fait tourner quand même au fil de la saison. Ils ont retenu les leçons de la saison passée où ils étaient arrivés cramés complètement en finale. Au fil des matchs là, ces dernières semaines, ces certitudes elles se sont un peu étiolées contre Montpellier notamment, contre La Rochelle. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de solutions pour jouer sur les deux tableaux. Ils ont besoin de leurs joueurs cadres. Et c'est difficile à aborder ce genre de fin de saison. Ouais, Jean-Baptiste, comment tu vois les choses? Tu nous as déjà donné quelques clés. Hein. Il fallait monter fort sur le 10, sur Freeman, se méfier des couloirs, de la vitesse également de cette équipe. Comment s'en sortir? Peut-être en jouant un rugby un peu plus top 14. Hein. Je pense que Bordeaux doit insister aussi. Bien sûr qu'ils ont des gros points forts derrière, mais pour libérer des espaces derrière, il va falloir qu'il les concasse un peu devant. Après, le match de Northampton est admirable en effet au Leinster, mais le Leinster a joué à toucher, donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour arrêter des mecs comme ça. Je pense que Bordeaux, s'ils se mettent en face, il y aura match avec les qualités qu'ils ont derrière. Il y a possibilité de l'emporter. La seule incertitude, en effet, c'est la première fois qu'ils arrivent à ce niveau-là, la première fois qu'ils jouent cette finale. Comment, et là c'est le boulot de Yannick cette semaine de calmer les ardeurs ou entre guillemets les peurs, ou voilà, de rassurer tout le monde. Et c'est un match comme les autres, bien sûr avec un fort enjeu, mais si l'UBB joue son meilleur rugby, moi je les vois devant.
Eh ben voilà, ça, c'est une note positive. Ouais, très rapide. On a regardé un petit peu les stats et on a vu que l'UBB, à une seule reprise en 2025, n'a réussi à contenir son adversaire à 15 points ou moins. Il y a encore eu beaucoup de points lâchés aujourd'hui. C'est un motif d'inquiétude à l'approche d'une finale, Jean-Baptiste, ou pas franchement? Quand tu as beaucoup d'avance, tu peux en effet te relâcher de temps en temps. Je pense que c'est ce qui se passe parce que c'est une équipe entre guillemets jeune dans le process de Yannick et on était toujours habitué à voir l'UBB faire des très bons matchs et puis ils perdent un peu bizarrement ou de mauvaise façon le week-end d'après puis refaire un bon match et quand il y avait des bonnes séries, tout d'un coup il y avait une sorte de relâchement et Yannick dans 2 ou 3 de ses articles l'a noté qu'il fallait qu'il change cet état d'esprit. Et je pense que il y a encore quelques restes de ça, mais je suis convaincu que ça arrivera pas le week-end prochain. Alors ça peut être un match avec beaucoup de points, mais ils lâcheront pas le morceau aussi facilement qu'ils l'ont fait là dans les 20 dernières minutes face à Castres, ou qu'on a vu quelques fois, notamment à Montpellier, qui était un non-match puisqu'ils n'avaient pas envie d'y aller. Donc moi je suis vraiment optimiste pour Bordeaux parce que ils ont tout ce qu'il faut pour quand même être supérieur à cette équipe de Southampton, même si elle a des qualités, elle reste quand même pour moi un niveau en deçà de Bordeaux. Moi aussi, je suis très optimiste, mon cher Jean-Baptiste. Je suis comme toi, voilà. Et bizarrement, tout à fait neutre. En tout cas, j'y crois fermement. Voilà. Merci en tout cas, Jean-Baptiste, d'avoir été avec nous. Voilà, on ira tous au Vieux Crampon, mais encore faut-il qu'on passe par La Rochelle, bien sûr. Mais on recommande. Tu veux jamais aller à La Rochelle. Voilà, mais de toute façon, voilà. Tu les aimes pas, les Rochers. Mais si, bien sûr que je les aime. Je suis très ami avec Vincent Merlin. Attention, et puis je connais bien le maire aussi et la famille du maire. Charmant. Oui, tout à fait. Allez, en tout cas, merci Jean-Baptiste. Il y avait un jeu, Alexandre, et surtout Quentin, il y a un jeu. Oui, c'était pour inaugurer le Qui je suis. Et effectivement, on avait un jeu, on a donné quelques indices sur un joueur ou sur un coach. Jocelyne, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Est-ce que vous avez la bonne réponse, Jocelyne? J'espère, normalement, je pense que c'est Yannick Bru. C'était la bonne réponse. Quel dommage, Jocelyne. Non, je rigole, bien sûr que c'est gagné, bravo Jocelyne. Merci. Vous allez assister à Stade Toulousain, le rugby avec Sud Radio en direct. Ce sera le 31 mai à Ernest Vallon avec des places parfaites. Vous allez voir, vous serez en latéral, en bas, parfaitement placé. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Vous allez y aller avec qui, Jocelyne? Alors, normalement, je pense que c'est avec ma fille qui est une supportrice inconditionnelle du Stade Toulousain. Donc, super. Je pense qu'elle sera ravie de m'accompagner à ce match. Bah oui, je pense effectivement. Merci de nous écouter, Jocelyne. Ben oui, avec plaisir. C'est une émission très intéressante qui fait bien le débriefing des matchs de la journée. Donc, c'est sympa de vous écouter. Merci, Jocelyne. Merci. Jocelyne qui nous appelle de Béziers. Ouais, et Béziers. Il y a des infos, à Béziers, là, ça Kaya qui a été écarté aujourd'hui, oui, effectivement, le manager. Oui, c'est ça. On espère que Béziers reviendra au niveau qu'il mérite. Qu'elle mérite. Ouais. Béziers qui ne s'est pas qualifié pour les phases finales de Pro D2. Rappelons le 7e, je crois, de la phase exactement, régulière. Égalité de points avec le 6e. Ouais, c'était assez cruel pour les Biterrois, bien sûr. Voilà. Tiens, et au moment où on se parle du Stade Toulousain, puisque Jocelyne a gagné des places, on aperçoit Jean-Pierre Rive qui rentre avec l'équipe parce qu'il a délivré une sculpture. Il y a un hommage qui lui est rendu. Un hommage qui lui est rendu, et il était avec les joueurs qui sont rentrés dans le stade d'Ernest Vallon, pour affronter le Racing. Merci Jocelyne d'avoir été avec nous, et merci de nous être fidèles et pour ces mots sympas. Bon match donc au Stade Toulousain la semaine prochaine ou la prochaine journée face au Loup. Dans un instant, on va se retrouver pour aller faire un petit coucou du côté de Toulouse, et puis aussi pour le Qui je suis.